ton cœur s'arrête. Maintenant, dans cet instant imaginé, la pompe qui a battu chaque seconde de ta vie s'immobilise. Le sang cesse de circuler. En une dizaine de secondes, tu perds connaissance. Et voici ce que presque tout le monde se représente de travers. Ton cerveau, lui, ne s'éteint pas. Pendant les minutes qui suivent, dans le noir, sans oxygène, quelque chose d'extraordinaire se produit dans ta tête. Et pour la première fois dans l'histoire, on l'a regardé se produire. Voilà ce qu'on sait vraiment du cerveau qui meurt. Pas ce que les gens croient. Ce que les machines ont enregistré. Commençons par un mot qu'on emploie à la légère. La mort clinique. La mort clinique n'est pas ta fin. Elle veut dire une seule chose. Ton cœur s'est arrêté, et ta respiration aussi. C'est tout. Tes cellules sont encore vivantes. Ton cerveau est toujours là, toujours câblé, tenant encore tout ce que tu as jamais su. Ce qui tue un cerveau, ce n'est pas un cœur arrêté. C'est le manque d'oxygène qui suit. Ton cerveau pèse environ 2% de ton corps, mais il brûle près de 20% de ton oxygène. Il n'a presque aucune réserve. Il vit au jour le jour, seconde après seconde. Alors quand le sang s'arrête, un compte à rebours démarre. En 10 secondes, tu es inconscient. En 20 secondes, l'activité électrique qu'on mesure à la surface du cerveau commence à s'aplatir. En quelques minutes, les cellules subissent des dégâts qu'on ne pourra plus défaire. Cette fenêtre, à peu près 4 à 6 minutes, c'est la raison pour laquelle chaque seconde compte dans un arrêt cardiaque. Ce n'est pas l'instant de la mort. C'est le début d'un processus. Et pendant longtemps, on a cru savoir ce qui se passait dans cette fenêtre. On l'imaginait simple. Le courant tombe. Les lumières s'éteignent. Et le silence. Puis on s'est mis à enregistrer. En 2013, des chercheurs du Michigan ont fait quelque chose que personne n'avait fait sérieusement avant. Ils avaient des rats équipés pour l'enregistrement cérébral, et ils ont capté ce qui se passait dans les 30 secondes suivant l'arrêt du cœur. Ils s'attendaient à voir le signal s'éteindre. Au lieu de ça, le cerveau a fait l'inverse. Dans les secondes qui ont suivi l'arrêt du cœur, l'activité a bondi. Pas du bruit au hasard. Des ondes organisées, de haute fréquence, celles qu'on appelle gamma. Le genre qu'on associe à une pensée intense, concentrée, consciente. Pendant un bref moment, selon certaines mesures, le cerveau mourant était plus actif et mieux connecté que le cerveau éveillé. Relis cette phrase. Dans les secondes qui ont suivi le début de la mort, le cerveau s'est allumé. Mais un rat reste un rat. La vraie question, c'était de savoir si ça arrive aussi chez un être humain. Et il y avait une raison évidente pour qu'on n'ait pas la réponse. Cette expérience-là ne se planifie pas. On ne branche pas un mourant en attendant. Puis, par accident, c'est arrivé. Un homme de 87 ans était hospitalisé pour une lésion cérébrale. Il portait des électrodes parce que les médecins surveillaient d'éventuelles crises. Pendant l'enregistrement, son cœur s'est arrêté et il est mort. Ce qui veut dire que, pour la première fois, on avait l'enregistrement continu d'un cerveau humain passant de la vie à la mort. L'équipe a publié ça en 2022. Dans les 30 secondes avant et après l'arrêt du cœur, ils ont vu exactement ce que les rats avaient montré. Une montée d'ondes rythmiques. Du gamma. Et à côté, les motifs précis que le cerveau utilise quand il va chercher un souvenir et quand il rêve. Le cerveau ne s'éteignait pas doucement. Dans ces derniers instants, il faisait quelque chose qui, dans les données, ressemble à ce souvenir. Un patient reste un patient. Personne ne devrait fonder une religion sur un seul enregistrement. Mais il n'est pas resté seul. Des travaux plus récents, sur des patients débranchés des machines, ont retrouvé la même signature chez certains. Une bouffée d'activité de haute fréquence, exactement dans la région qu'on associe à la conscience. Pas chez tout le monde. Pas à chaque fois. Mais c'est là, c'est réel, et ça se mesure. Donc il se passe quelque chose. La question, c'est ce que ça fait de l'intérieur. Et c'est là qu'on tombe sur l'ensemble de données le plus étrange de toute la médecine. Parce que certaines personnes reviennent. Les survivants d'arrêt cardiaque sont interrogés depuis des décennies, et une partie d'entre eux, autour de 10 à 20%,
raconte quelque chose. Pas un blanc. Pas un trou. Une expérience. Et les récits se répètent. Ils décrivent une paix absolue et aucune peur. Ils décrivent qu'ils quittent leur corps et le regardent d'en haut. Ils décrivent une obscurité ou un tunnel avec une lumière au bout. Ils décrivent leur vie qui défile, pas comme un résumé, mais comme un torrent. Et très souvent, ils décrivent une rencontre. Puis ils décrivent une frontière. Une ligne qu'ils savent ne pas devoir franchir. Et le regret écrasant, très précis, d'être ramenés en arrière. Des millions de gens, dans tous les pays du monde, à chaque siècle, racontent une histoire qui rime. Alors prenons ce récit au sérieux et démontons-le, morceau par morceau. Parce que pour presque chaque élément, le cerveau a une réponse. Commence par le tunnel. Ta rétine n'est pas irriguée de façon uniforme. Les bords de ton champ de vision lâchent les premiers quand la pression tombe. Le centre tient le plus longtemps. Donc quand ta vue meurt, elle meurt de l'extérieur vers l'intérieur. Le monde se rétrécit. Un anneau sombre se referme et il reste au milieu un cercle de lumière qui diminue. Les pilotes de chasse connaissent bien ça. Encaisse assez de force dans un virage, prive le cerveau de sang et tu obtiens exactement ceci. Le noir sur les bords, le tunnel, puis un gris chaud et lumineux. Ils appellent ça le voile gris. Ce n'est pas spirituel. C'est de la plomberie. Maintenant la lumière. À mesure que l'oxygène baisse, le cortex visuel, la partie de ton cerveau qui fabrique ce que tu vois, se met à décharger tout seul. Sans information venant des yeux, il génère son propre signal. Brillant, structuré et centré, parce que c'est ainsi que ce morceau de cortex est câblé. Ton cerveau a passé ta vie entière à faire un seul métier, transformer du bruit en image. Il ne s'arrête pas juste parce que les yeux se sont tus. Vient ensuite la partie la plus étrange. Quitter son corps. Les gens décrivent qu'ils flottent au-dessus d'eux-mêmes, qu'ils regardent les médecins travailler, qu'ils voient la pièce depuis le plafond. Ça paraît impossible à expliquer. Sauf qu'on sait le produire, à la demande, chez quelqu'un en parfaite santé. Il existe une région où plusieurs sens sont cousus ensemble en une seule sensation. Ce corps, c'est moi, et je suis dedans. Elle se trouve à la jonction des lobes temporal et pariétal. Dérange cette région, et la couture se défait. En 2002, une équipe chirurgicale qui stimulait ce point chez une patiente porteuse d'électrodes a déclenché ça directement. Elle a rapporté qu'elle s'enfonçait dans le lit. Puis qu'elle flottait au-dessus. Puis qu'elle regardait ses propres jambes depuis le plafond. Il ne touchait pas son âme. Il touchait un morceau de cortex, avec un fil, et le sentiment d'être à l'intérieur de son corps s'est détaché. Maintenant, la vie qui défile. Au fond de ton cerveau se trouvent les structures qui stockent et rejouent les souvenirs. Prive-les d'oxygène, et elles ne s'éteignent pas poliment. Elles deviennent hyperactives, et elles déchargent par bouffées. C'est très probablement ce que l'enregistrement de l'homme mourant a capté. Des circuits de mémoire, qui tirent à plein régime, rejouant sans ordre et sans frein. Pas une vie qui défile comme un film. Un système de mémoire qui déraille, en torrent, tout d'un coup. Et la paix. C'est peut-être le point le plus important, parce que c'est celui que les gens n'oublient jamais. Le cerveau qui meurt est inondé de ses propres substances. Des endorphines, les opiacés que le corps fabrique lui-même, libérés sous stress extrême. En même temps, les systèmes qui produisent la peur et l'alarme sont parmi les premiers à lâcher. Et le récepteur que bloquent des molécules comme la kétamine, celle qui provoque des sorties de corps et un détachement calme chez des gens parfaitement sains, est profondément perturbé par le manque d'oxygène. Tu obtiens donc un cerveau dont la peur est éteinte, dont les opiacés sont lâchés, et dont le modèle de la réalité a rompu ses amarres. Le résultat, ce n'est pas la terreur. Le résultat, c'est la paix. Ce qui nous amène à la question qui compte vraiment. Si tout ça s'explique par un cerveau qui meurt, pourquoi ceux qui reviennent refusent-ils cette explication? À cause d'un détail que la science commence seulement à prendre au sérieux. Ils ne le décrivent pas comme un rêve. Ils insistent, souvent avec agacement, sur le fait que c'était plus réel que ceci. Plus net. Plus vif. Plus réel que la chambre où ils se sont réveillés.
Et ce n'est pas de la poésie. Quand des chercheurs testent ces souvenirs avec les outils qui mesurent à quel point un souvenir semble réel, les souvenirs de mort imminente marquent plus haut que des événements vécus. Plus haut qu'un mariage. Plus haut que la naissance d'un enfant. Ton cerveau possède un système qui étiquette l'expérience avec un sentiment de réalité. Dans ces derniers instants, ce système semble pousser au maximum, et l'étiquette se colle sur tout. L'expérience n'est donc pas moins réelle pour eux. Selon toutes leurs mesures internes, c'est la chose la plus réelle qui leur soit jamais arrivée. Et aucune chimie ne les en fera démordre. Maintenant, soyons honnêtes sur la question difficile. Est-ce que tout ça prouve que quelque chose survit? Il existe un test qui trancherait. Si une personne, sans battement de cœur et avec un signal cérébral plat, pouvait rapporter quelque chose qu'elle ne pouvait absolument pas savoir, quelque chose se passant loin de son corps, vérifié ensuite, alors on aurait un vrai problème pour les neurosciences. Depuis 50 ans, des gens essaient d'attraper ça. Des hôpitaux ont posé des images sur des étagères hautes, visibles seulement depuis le plafond, en attendant qu'un patient flottant en lise une. Personne n'en a jamais lu une seule. Les cas célèbres, la chaussure sur le rebord de la fenêtre, les détails du bloc opératoire, sont troublants, et ils sont aussi exactement le genre de choses que la mémoire reconstruit à merveille, à partir des sons, du toucher, de ce qui s'est dit dans la pièce, et de ce que le patient a appris plus tard. Ce n'est pas une accusation. Personne ne ment. C'est simplement ce que fait la mémoire, et on a déjà vu à quel point elle le fait bien. Il y a un dernier indice, et il pointe dans la même direction. Le contenu de ces expériences suit la culture de celui qui les vit. La structure est universelle, la paix, la lumière, la frontière. Mais qui attend à cette frontière, et ce que signifie la lumière, change selon ce que tu croyais déjà. Un cerveau en crise attrape ce qui se trouve déjà à l'intérieur. Voilà donc où en est honnêtement la science. On sait expliquer le tunnel. On sait expliquer la lumière. On sait déclencher la sortie de corps avec un fil. On sait expliquer le torrent de souvenirs et l'absence de peur. Ce qu'on ne sait pas encore expliquer entièrement, c'est pourquoi c'est si cohérent, si constant et si bouleversant, et on ne sait pas expliquer comment une expérience, quelle qu'elle soit, peut être fabriquée par un cerveau en train de tout perdre. Et il reste une dernière chose, peut-être la plus troublante de toutes. La mort, il se trouve, n'est pas un instant. C'est un processus, et la ligne n'arrête pas de bouger. En 2019, des chercheurs ont pris des cerveaux de porc, 4 heures après la mort des animaux. 4 heures. Selon toutes les définitions qu'on utilise, ces cerveaux étaient morts. Ils les ont branchés à un système qui poussait un liquide spécial dans les vaisseaux. Et les cellules se sont réveillées. Pas la conscience, et l'équipe a spécifiquement empêché toute activité coordonnée. Mais les cerveaux consommaient de l'oxygène. Des cellules se réparaient. Des neurones isolés ont refonctionné. 4 heures après la mort, la machinerie était encore là. Elle attendait. À chaque génération, la ligne entre vivant et mort se déplace. Des gens qu'on aurait enterrés il y a 100 ans sortent aujourd'hui de l'hôpital sur leurs jambes. La frontière qu'on ne peut pas franchir recule discrètement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mourir? Ton cœur qui s'arrête, ce n'est pas ça. Ton cerveau qui se tait, ce n'est pas ça non plus, parce qu'il ne se tait pas simplement. Il s'emballe. Il se souvient de tout. Il construit un dernier monde, vif et écrasant, et selon toutes les mesures dont il dispose, ce monde paraît plus réel que celui où tu es assis en ce moment. Peut-être que c'est une âme qui s'en va. Peut-être que c'est une machine qui, dans ces dernières secondes, fait la seule chose qu'elle ait jamais su faire, te raconter une histoire et te la faire croire. Dans un cas comme dans l'autre, tu devrais savoir ceci. Presque tous ceux qui y sont allés reviennent en disant la même chose. Ils n'ont plus peur. Si ça change ta façon de penser à la fin, abonne-toi. De la science neuve, chaque semaine.